Afin de ne pas déranger les amours d'Alcmène et de Jupiter, merci de bien éteindre vos téléphones portables. Merci et bonne soirée. Charmante nuit, daignez vous arrêter. Il est certain secours que de vous on désire, et j'ai deux mots à vous dire, de la part de Jupiter. Ah, c'est vous, Seigneur Mercure. Qui vous eût deviné là dans cette posture? Ma foi, me trouvant là pour ne pouvoir fournir aux différents emplois où Jupiter m'engage, je me suis doucement assis sur ce nuage pour vous attendre venir. Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas. Sied-il bien à des dieux de dire qu'ils sont là? Non, mais les dieux sont-ils de fer? Non. Mais il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Il est de certains mots dont l'usage rabaisse cette sublime qualité, et que pour leur indignité, il est bon qu'aux hommes on laisse. À votre aise, vous en parlez. Et vous avez, la belle, une chaise roulante où par deux bons chevaux, en dame nonchalante, vous vous faites traîner partout où vous voulez. Mais de moi, ce n'est pas de même. Et je ne puis vouloir dans mon destin fatal aux poètes assez de mal, de leur impertinence extrême, d'avoir par une injuste loi dont on veut maintenir l'usage, à chaque dieu dans son emploi, donner quelque allure en partage et de me laisser à pied, moi, comme un messager de village, moi qui suis, comme on sait, en terre et dans les cieux, le fameux messager du souverain des dieux, et qui, sans rien exagérer, par tous les emplois qu'il me donne, aurait besoin plus que personne d'avoir de quoi me voiturer. Que voulez-vous faire à cela? Les poètes font à leur guise. Ce n'est pas la seule sottise qu'on voit faire à ces messieurs-là. Mais contre eux, toutefois, votre âme à tort s'irrite, et vos ailes aux pieds sont un don de leur soin. Oui, mais pour aller plus vite, est-ce qu'on s'en lasse moins? Laissons cela, Seigneur Mercure, et sachons ce dont il s'agit. C'est Jupiter, comme je vous l'ai dit, qui de votre manteau veut la faveur obscure pour certaines douces aventures qu'un nouvel amour lui fournit. Ces pratiques, je crois, ne vous sont pas nouvelles. Bien souvent, pour la terre, il néglige les cieux et vous n'ignorez pas que ce maître des dieux aime à s'humaniser pour des beautés mortelles et c'est sans tour ingénieux pour mettre à bout les plus cruels. Des yeux d'Alcmène, il a senti les coups, et tandis qu'au milieu des béotiques plaines, Amphitryon, son époux, commande aux troupes thébaines, il en a pris la forme et reçoit là-dessous un soulagement à ses peines dans la possession des plaisirs les plus doux. L'état des mariés à ses feux est propice. L'hymen ne les a joints que depuis quelques jours, et la jeune chaleur de leurs tendres amours a fait que Jupiter, à ce bel artifice, s'est avisé d'avoir recours. Son stratagème ici se trouve salutaire. Mais près de maint objet chéri, pareil déguisement serait pour ne rien faire, et ce n'est pas partout un bon moyen de plaire que la figure d'un mari.
J'admire Jupiter. Et je ne comprends pas tous les déguisements qui lui viennent en tête. Il veut goûter par là toutes sortes d'états et c'est agir en Dieu qui n'est pas bête. Dans quelque rang qu'il soit des mortels regardés, je le tiendrais fort misérable s'il ne quittait jamais sa mine redoutable et qu'au fait des cieux, il fût toujours guindé. Il n'est point à mon gré de plus sotte méthode que d'être emprisonné toujours dans sa grandeur. Et surtout au transport de l'amoureuse ardeur, la haute qualité devient fort incommode. Jupiter, qui sans doute en plaisir se connaît, sait descendre du haut de sa gloire suprême. Et pour entrer dans tout ce qui lui plaît, il sort tout à fait de lui-même, et ce n'est plus alors Jupiter qui paraît. Passe encore de le voir de ce sublime étage dans celui des hommes venir, prendre tous les transports que leur cœur peut fournir et se faire à leur badinage. Si, dans les changements où son humeur l'engage, à la nature humaine, il s'en voulait tenir. Mais de voir Jupiter, taureau, serpent, cygne ou quelque autre chose, je ne trouve point cela beau. Et ne m'étonne pas si parfois on en cause. Laissons dire tous les censeurs, tels changements ont leur douceur qui passe leur intelligence. Ce Dieu sait aussi bien là qu'ailleurs ce qu'il fait, et dans les mouvements de leurs tendres ardeurs, les bêtes ne sont pas si bêtes que l'on pense. Revenons à l'objet dont il a les faveurs. Si par son stratagème, il voit sa flamme heureuse, que peut-il souhaiter? Et qu'est-ce que je puis? Que vos chevaux, par vous, au petit pas réduit, pour satisfaire aux vœux de son âme amoureuse, d'une nuit si délicieuse, fasse la plus longue des nuits. Qu'à ces transports vous donniez plus d'espace et retardiez la naissance du jour qui doit avancer le retour de celui dont il prend la place. Voilà sans doute un bel emploi que le grand Jupiter m'apprête. Et l'on donne un nom fort honnête au service qu'il veut de moi. Pour une jeune déesse, vous êtes bien du bon temps. Un tel emploi n'est bassesse que chez les petites gens. Lorsque dans un haut rang, on a l'heure de paraître, tout ce qu'on fait est toujours bel et bon. Et suivant ce qu'on peut être, les choses changent de nom. Sur de pareilles matières, vous en savez plus que moi. Et pour accepter l'emploi, j'en veux croire vos lumières. Eh là là, Madame la Nuit, un peu doucement, je vous prie. Vous avez dans le monde un bruit de n'être si renchéri. On vous fait confidente en sans climat d'hiver de beaucoup de bonnes affaires, et je crois à parler à sentiments ouverts que nous ne nous en devons guère. Laissons ces contrariétés et demeurons ce que nous sommes. N'apprêtons point à rire aux hommes en nous disant nos vérités. Adieu. Je vais là-bas dans ma commission dépouiller promptement la forme de Mercure pour y vêtir la figure du valet d'Amphitryon. Moi, dans cet hémisphère, avec ma suite obscure, je vais faire une station. Bonjour, la nuit. Adieu, Mercure. Qui va là? Hein? Ma peur, à chaque pas, s'accroît. Messieurs, amis de tout le monde, ah, quelle audace sans seconde de marcher à l'heure qu'il est. Que mon maître, couvert de gloire, me joue ici d'un vilain tour. Quoi?
Si pour son prochain il avait quelque amour, m'aurait-il fait partir par une nuit si noire? Et pour me renvoyer annoncer son retour et le détail de sa victoire, ne pouvait-il pas bien attendre qu'il fût jour? Sosie, à quelle servitude tes jours sont-ils assujettis? Notre sort est beaucoup plus rude chez les grands que chez les petits. Ils veulent que pour eux tout soit dans la nature obligé de s'immoler. Jour et nuit, grêle, vent, péril, chaleur, froidure, dès qu'ils parlent, il faut voler. 20 ans d'assidus services n'en obtiennent rien pour vous. Le moindre petit caprice nous attire leur courroux. Cependant, notre âme insensée s'acharne au vain honneur de demeurer près d'eux. Et s'y veut contenter de la fausse pensée qu'ont tous les autres gens que nous sommes heureux. Vers la retraite, en vain la raison nous appelle, et en vain notre dépit, quelquefois, y consent. Leur vue a sur notre zèle un ascendant trop puissant, et la moindre faveur d'un coup d'œil caressant nous rend gage de plus belle. Mais enfin, dans l'obscurité, je vois notre maison, et ma frayeur s'évade. Il me faudrait pour ambassade quelques discours prémédités. Je dois, aux yeux d'Alcmène, un portrait militaire du grand combat qui met nos ennemis à bas. Mais comment diantre le faire si je ne m'y trouvais pas? N'importe. Parlons-en et des stocks et de taille comme oculaires témoins. Combien de gens font-ils de récits des batailles dont ils se sont tenus loin? Pour jouer mon rôle sans peine, je le veux un peu repassé. Voici la chambre où j'entre, en courrier que l'on mène, et cette lanterne est Alcmène à qui je me dois adresser. Madame, Amphitryon, mon maître et votre époux, bon, beau début. L'esprit toujours plein de vos charmes m'a voulu choisir entre tous pour vous donner avis du succès de ses armes et du désir qu'il a de se voir près de vous. Ah, vraiment, mon pauvre sosie, à te revoir, j'ai de la joie au cœur. Madame, ce maître d'honneur et mon destin doit faire envie. Bien répondu. Comment se porte Amphitryon? Madame, en homme de courage, dans les occasions où la gloire l'engage. Fort bien, belle conception. Quand viendra-t-il, par son retour charmant, rendre mon âme satisfaite? Le plus tôt qu'il pourra, madame, assurément. Mais bien plus tard que son cœur ne le souhaite. Ah. Mais quel est l'état où la guerre l'a mis? Que dit-il? Que fait-il? Contente un peu mon âme. Il dit moins qu'il ne fait, madame, et fait trembler les ennemis. Oh, peste! Où prend mon esprit toutes ces gentillesses? Que font les révoltés, dis-moi? Quel est leur sort? Ils n'ont pu résister, madame, à notre effort. Nous les avons taillés en pièces, mis Térélas, leur chef, à mort, pris Thélèbes d'assaut, et déjà, dans le port, tout retentit de nos prouesses. Oh, quel succès! Oh Dieu, qui l'eût pu jamais croire? Raconte-moi, sosie, un tel événement. Je le veux bien, madame. Et sans m'enfler de gloire, du détail de cette victoire, je puis parler très savamment. Figurez-vous donc que Thélèbes, madame, est de ce côté. C'est une ville, en vérité, aussi grande quasi que Thèbes. La rivière est comme là. Ici, nos gens se campèrent, et l'espace que voilà, nos ennemis l'occupèrent. Sur un haut, vers cet endroit, était leur infanterie. Et plus bas, du côté droit, était la cavalerie. Après avoir aux dieux adressé les prières, tous les ordres donnés, on donne le signal.
Les ennemis, pensant nous tailler les croupières, firent 3 pelotons de leurs gens à cheval. Mais leur chaleur par nous fut bientôt réprimée, et vous allez voir comme quoi. Voilà notre avant-garde à bien faire animer. Là, les archers de crayon. Notre roi. Et voici le corps d'armée qui d'abord... Attendez. Le corps d'armée a peur. J'entends quelques bruits, ce me semble. Sous un minois qui lui ressemble, chassons de ces lieux ce causeur, dont l'abord importun troublerait la douceur que nos amants goûtent ensemble. Mon cœur, tant soit peu, se rassure et je pense que ce n'est rien. Crainte pourtant de sinistre aventure, allons chez nous achever Tu l'entretien. seras plus fort que Mercure ou je t'en empêcherai bien. Cette nuit en longueur me semble sans pareil. Il faut, depuis le temps que je suis en chemin, ou que mon maître ait pris le soir pour le matin, ou que trop tard au lit, le blond Phébus sommeille pour avoir trop pris de son vin. Comme avec irrévérence parle des dieux ce maraud. Mon bras saura bien tantôt châtier son insolence, et je vais m'égayer avec lui comme il faut, en lui volant son nom avec sa ressemblance. Ah, par ma foi, j'avais raison. C'est fait de moi, chétive créature. Je vois dedans notre maison certain homme dont l'encolure ne me présage rien de bon. Pour faire semblant d'assurance, je veux chanter un peu ici. La 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 la. La la la. Dis donc à la. ce coquin qui prend tant de licence que de chanter et m'étourdir ainsi. Veut-il qu'à l'étrier, ma main un peu s'applique? Cet homme assurément n'aime pas la musique. Depuis plus d'une semaine, je n'ai trouvé personne à qui rompre les os. La vertu de mon bras se perd dans le repos, et je cherche quelque dos pour me remettre en haleine. Quel diable d'homme est ceci? De mortelle frayeur, je sens mon âme atteinte. Mais pourquoi tant trembler aussi? Peut-être a-t-il dans l'âme autant de moi, de crainte, et que le drôle parle ainsi pour me cacher sa peur, sous une audace feinte. Oui, oui, ne souffrons point qu'on nous croie un oison. Si je suis hardi, tâchons de le paraître. Faisons-nous du cœur par raison, il est seul, comme moi, je suis fort, j'ai bon maître, et voilà notre maison. Qui va là? Moi, Qui? Moi? moi, courage, sosie, Quel est ton sort, dis-moi? d'être homme et de parler, Es-tu maître ou valet? comme il me prend envie, Où s'adressent tes pas? où je descends d'aller, Ah! Ceci me déplaît. j'en ai l'âme ravie. Résolument. Par force ou par amour, je veux savoir de toi, traître, ce que tu fais, d'où tu viens avant jour, où tu vas, à qui tu peux être. Je fais le bien et le mal, tour à tour, je viens de là, vais là, j'appartiens à mon maître. Tu montres de l'esprit, et je te vois en train de trancher avec moi de l'homme d'importance. Il me prend un désir, pour faire connaissance, de te donner un soufflet de ma main, À moi-même? à toi-même. Et t'en voilà certain. C'est tout de Non, bon. ce n'est que pour rire et Tu pour gueules. répondre à tes colibets. Non mais tu Dieu l'ami comme vous, sans vous rien dire, vous baillez des soufflets. Ce sont là de mes moindres coups de petits soufflets ordinaires. Si j'étais aussi prompt que vous, nous ferions de belles affaires. Hein. Tout cela n'est encore rien. Pour y faire quelques pauses, nous verrons bien autre chose. Poursuivons notre entretien. Je quitte la partie. Où vas-tu? Que t'importe? Je veux savoir où tu vas. Me faire ouvrir cette porte. Si, jusqu'à l'approcher, tu pousses ton audace, je fais sur toi pleuvoir un orage de coups. Quoi? Tu veux par ta menace m'empêcher d'entrer chez nous? Comment? Chez nous? Oui, chez nous? Oh, le traître. Tu te dis de cette maison? Fort bien. Amphitryon n'en est-il pas le maître? Eh bien, que fait cette raison? Je suis son valet. Toi? Moi? Son valet. Sans doute. Valet d'Amphitryon. D'Amphitryon. De lui. Ton nom est... Sosie. Hein? Comment? Sosie. S-O-S-I-E. Écoute, sais-tu que de ma main, je t'assomme aujourd'hui? Pourquoi? De quelle rage est ton âme saisie?
Qui te donne, dis-moi, cette témérité de prendre le nom de sosie? Moi? Je ne le prends point. Je l'ai toujours porté. Hein. Oh, le mensonge horrible et l'impudence extrême. Tu m'oses soutenir que sosie est ton nom? Fort bien. Je le soutiens par la grande raison qu'ainsi il a fait des dieux la puissance suprême et qu'il n'est pas en moi le pouvoir de dire non et d'être un autre que moi-même. 1000 coups de bâton doivent être le prix d'une pareille effronterie. Justice! Citoyens! Au secours, je vous prie! Comment? Bourreau, tu fais des cris? De 1000 coups, tu me meurtris et tu ne veux pas que je crie! C'est ainsi que mon bras... L'action ne vaut rien! Tu triomphes de l'avantage que te donne sur moi mon manque de courage. Et ce n'est pas en user bien. C'est pure fanfaronnerie de vouloir profiter de la poltronnerie de ceux qu'attaque notre bras. Battre un homme à jeu sûr n'est pas d'une belle âme, et le cœur est digne de blâme contre les gens qui n'en ont pas. Es-tu sosie à présent? Qu'en dis-tu? Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose, et tout le changement que je trouve à la chose, c'est être sosie battu. Encore? 100 autres coups pour cette autre impudence. De grâce! Fais grâce à tes coups! Fais donc trêve à ton insolence. Tant qu'il te plaira, je garde le silence. La dispute est par trop inégale entre nous. Es-tu sosie encore? Dis, traître. Hélas, je suis ce que tu veux. Dispose de mon sort tout au gré de tes vœux. Ton bras t'en a fait le maître. Ton nom était sosie à ce que tu disais. Il est vrai. Jusqu'ici, j'ai cru la chose claire. Mais ton bâton sur cette affaire m'a fait voir que je m'abusais. C'est moi qui suis sosie. Et tout Thèbes l'avoue, Amphitryon jamais n'en eut d'autre que moi. Toi, sosie? Oui, sosie. Et si quelqu'un s'y joue, il peut bien prendre garde à soi. Ciel. Faut-il ainsi renoncer à moi-même et par un imposteur me voir voler mon nom? Que son bonheur est extrême de ce que je suis poltron. Sans cela, par la mort! Entre tes dents, je pense, tu murmures je ne sais quoi? Non, mais au nom des dieux, donne-moi la licence de parler un moment à toi. Parle. Mais promets-moi de grâce que les coups n'en seront point. Signons une trêve. Passe, va, je t'accorde ce point. Qui te jette, dis-moi, dans cette fantaisie, que te reviendra-t-il de m'enlever mon nom? Et peux-tu faire enfin, quand tu serais démon, que je ne sois pas moi, que je ne sois sosie? Comment? Tu peux? À tout doux! Nous avons dit trêve au coup. Quoi? Pandare, imposteur, coquin? Pour des injures, dis-moi tant que tu voudras, ce sont de légères blessures et je ne m'en fâche pas. Tu te dis sosie. Mais oui, quel conte frivole! Sus, je romps notre trêve et reprends ma parole. N'importe! Je ne puis m'anéantir pour toi et souffrir un discours si loin de l'apparence. Être ce que je suis est-il en ta puissance? Et puis-je cesser d'être moi? S'avisa-t-on jamais d'une chose pareille? Et peut-on démentir sans indice pressant? Rêvais-je? Est-ce que je sommeille? Ne suis-je pas... Ai-je l'esprit troublé par des transports puissants? Ne sens-je pas bien que je veille? Ne suis-je pas dans mon bon sens? Mon maître Amphitryon ne m'a-t-il pas commis à venir en ces lieux vers Alcmène, sa femme? Ne lui dois-je pas faire, en lui vantant sa flamme, un récit de ses faits contre nos ennemis? Ne suis-je pas du port arrivé tout à l'heure? Ne tiens-je pas une lanterne en main? Ne te trouvais-je pas devant notre demeure? Ne t'y parlais-je pas d'un esprit tout humain? Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie pour m'empêcher d'entrer chez nous? N'as-tu pas sur mon dos exercé ta furie?
Ne m'as-tu pas roué de coups? À tout cela n'est que trop véritable. Et plutôt ciel le fis-tu le moins. Cesse donc d'insulter au sort d'un misérable et laisse à mon devoir s'acquitter de mes soins. Arrête! Ou sur ton dos, le moindre pas attire un assommant éclat de mon juste courroux. Tout ce que tu viens de dire est à moi, hormis les coups. C'est moi qu'Amphitryon députe vers Alcmène et qui du port persique arrive de ce pas. Moi qui viens annoncer la valeur de son bras, qui nous fait emporter une victoire pleine, et de nos ennemis a mis le chef à bas. C'est moi qui suis sosie, enfin, de certitude. Fils de Dave, honnête berger, frère d'Arpage, mort en pays étranger, mari de Cléantis, la prude, dont l'humeur me fait enrager, qui, d'Antèbes, est reçu 1000 coups d'étrivière, sans en avoir jamais dit rien, et jadis, en public, fut marqué par derrière pour être trop homme de bien. Il a raison. À moins d'être sosie, on ne peut pas savoir tout ce qu'il dit. Et dans l'étonnement dont mon âme est saisie, je commence à mon tour à le croire. Un petit. En effet, maintenant que je le considère, je vois qu'il a de moi taille, mine, action. Faisons-lui quelques questions afin d'éclaircir ce mystère. Parmi tout le butin fait sur nos ennemis, qu'est-ce qu'Amphitryon obtient pour son partage? 5 fort gros diamants, en nœuds proprement mis, dont leur chef se paraît comme d'un rare ouvrage. À qui destine-t-il un si riche présent? À sa femme. Et sur elle, il le veut voir paraître. Mais où pour l'apporter est-il mis à présent? Dans un coffret scellé des armes de mon maître. Il ne ment pas d'un mot. À chaque repartie. Et de moi, je commence à douter tout de bon. Près de moi, par la force, il est déjà sosie. Il pourrait bien encore l'être par la raison. Pourtant, quand je me tâte et que je me rappelle, il me semble que je suis moi. Où puis-je rencontrer quelque clarté fidèle pour démêler ce que je vois? Ce que j'ai fait tout seul. À moins d'être moi-même, il ne le peut savoir. Par cette question, il faut que je l'étonne. C'est de quoi le confondre, et nous allons le voir. Lorsqu'on était aux mains, que fis-tu dans nos tentes où tu courus seul te fourrer? D'un jambon Ah, y voilà! que j'allais déterrer, je coupais bravement 2 tranches succulentes dont je sus fort bien me bourrer. Et joignant à cela d'un vin que l'on ménage et dont avant le goût les yeux se contentaient, je pris un peu de courage pour nos gens qui se battaient. Cette preuve sans pareil en sa faveur conclut bien, et l'on n'y peut rien dire s'il n'était dans la bouteille. Je ne saurais nier aux preuves qu'on m'expose que tu ne sois sosie, et j'y donne ma voix, mais si tu l'es, dis-moi qui tu veux que je sois, car encore faut-il bien que je sois quelque chose. Quand je ne serai plus sosie, sois-le. J'en demeure d'accord. Mais tant que je le suis, je te garantis mort si tu prends cette fantaisie. Tout cet embarras met mon esprit sur les dents. Et la raison à ce qu'on voit s'oppose. Mais il faut terminer enfin par quelque chose, et le plus court pour moi est d'entrer là-dedans. Tu prends donc Pandare, joue à la bastonnade. Ah, qu'est-ce ceci, grand Dieu? Il frappe encore plus fort, et mon dos, pour un mois, en doit être malade. Laissons ce diable au dôme et retournons au port.
Ô juste ciel! J'ai fait une belle ambassade! Enfin, je l'ai fait fuir. Et sous ce traitement de beaucoup d'actions, il a reçu la peine. Mais je vois Jupiter que fort civilement reconduit l'amoureuse Alcmène. Défendez, cher Alcmène, au flambeau d'approcher. Il m'offre des plaisirs en m'offrant votre vue, mais il pourrait ici découvrir ma venue qu'il est à propos de cacher. Mon amour que gênait tous ces soins éclatants, où me tenait liée la gloire de nos armes, au devoir de ma charge à voler les instants qu'il vient de donner à vos charmes. Ce vol qu'à vos beautés mon cœur a consacré pourrait être blâmé dans la bouche publique. Et j'en veux pour témoin unique celle qui peut m'en savoir gré. Je prends, Amphitryon, grande part à la gloire que répandent sur vous vos illustres exploits. Et l'éclat de votre victoire sait toucher dans mon cœur les sensibles endroits. Mais quand je vois que cet honneur fatal éloigne de moi ce que j'aime, je ne puis m'empêcher dans ma tendresse extrême de lui vouloir un peu de mal et d'opposer mes vœux à cet ordre suprême qui des Thébains vous fait le général. C'est une douce chose, après une victoire, que la gloire où l'on voit ce qu'on aime élevé. Mais parmi les périls mêlés à cette gloire, un triste coup, hélas, est bientôt arrivé. De combien de frayeurs a-t-on l'âme blessée, au moindre choc dont on entend parler? Voit-on dans les horreurs d'une telle pensée par où jamais se consoler du coup dont on est menacé? Et de quelque laurier qu'on couronne un vainqueur, quelque part que l'on ait à cet honneur suprême, vaut-il ce qu'il en coûte aux tendresses d'un cœur qui peut à tout moment trembler pour ceux qui l'aiment? Je ne vois rien en vous dont mon feu ne s'augmente. Tout y marque à mes yeux un cœur bien enflammé, et c'est, je vous l'avoue, une chose charmante de trouver tant d'amour dans un objet aimé. Mais, si je l'ose dire, un scrupule me gêne au tendre sentiment que vous me faites voir. Et pour les bien goûter, mon amour, cher Alcmène, voudrait n'y voir entrer rien de votre devoir. Qu'à votre seule ardeur, qu'à ma seule personne, je dusse les faveurs que je reçois de vous, et que la qualité que j'ai de votre époux ne fut point ce qui me les donne. C'est de ce nom pourtant que l'ardeur qui me brûle tient le droit de paraître au jour. Et je ne comprends rien à ce nouveau scrupule dont s'embarrasse votre amour. Ah, ce que j'ai pour vous d'ardeur et de tendresse passe aussi celle d'un époux. Et vous ne savez pas, dans des moments si doux, quelle en est la délicatesse. Vous ne concevez point qu'un cœur bien amoureux, sur 100 petits égards, s'attache avec étude et se fait une inquiétude de la manière d'être heureux. En moi, belle et charmante Alcmène, vous voyez un mari, vous voyez un amant. Mais l'amant seul me touche, à parler franchement. Et je sens près de vous que le mari le gêne. Cet amant de vos voeux, jaloux au dernier point, souhaite qu'à lui seul votre cœur s'abandonne. Et sa passion ne veut point de ce que le mari lui donne. Il veut de pures sources obtenir vos ardeurs. Il ne veut rien tenir des nœuds de l'hyménée, rien d'un fâcheux devoir qui fait agir les cœurs et par qui, tous les jours, des plus chères faveurs, la douceur est empoisonnée. Dans le scrupule, enfin, dont il est combattu, il veut, pour satisfaire à sa délicatesse, que vous le sépariez d'avec ce qui le blesse, que le mari ne soit que pour votre vertu, et que de votre cœur de bonté revêtu, l'amant ait tout l'amour et toute la tendresse. Amphitryon, en vérité, vous vous moquez de tenir ce langage. Et j'aurais peur qu'on ne vous crût pas sage si de quelqu'un vous étiez écouté. Ce discours est plus raisonnable, Alcmène, que vous ne pensez.
Mais un plus long séjour me rendrait trop coupable. Et du retour au port, les moments sont pressés. Adieu. De mon devoir, l'étrange barbarie pour un temps m'arrache de vous. Mais, belle Alcmène, au moins, quand vous verrez l'époux, songez à l'amant, je vous prie. Je ne sépare point ce qu'unissent les dieux. Et l'époux et l'amant me sont fort précieux. Ô ciel, que d'aimables caresses d'un époux ardemment chéri, et que mon traître de mari est loin de toutes ces tendresses. La nuit qu'il me faut avertir n'a plus qu'à plier tous ses voiles, et pour effacer les étoiles, le soleil de son lit peut maintenant sortir. Quoi? C'est ainsi que l'on me quitte? Et comment donc? Ne veux-tu pas que de mon devoir je m'acquitte, et que d'Amphitryon j'aille suivre les pas? Mais avec cette brusquerie, traître, de moi te séparer? Le beau sujet de fâcherie. Nous avons tant de temps ensemble à demeurer. Mais quoi? Partir ainsi, d'une façon brutale, sans me dire un seul mot de douceur pour régal? Diantre, où veux-tu que mon esprit t'aille chercher des fariboles? 15 ans de mariage épuisent les paroles. Et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Mais regarde, traître Amphitryon. Vois combien pour Alcmène il étale de flammes et rougit là-dessus du peu de passion que tu témoignes pour ta femme. Eh mon Dieu, Cléantis, ils sont encore amants. Il est un certain âge où tout passe. Et ce qui leur sied bien dans ces commencements, en nous, vieux mariés, aurait mauvaise grâce. Et nous ferait beau voir, attachés face à face, à pousser les beaux sentiments. Quoi? Suis-je hors d'état, perfide, d'espérer qu'un cœur auprès de moi soupire? Non, je n'ai garde de le dire, mais je suis trop barbon pour oser soupirer, et je ferais crever de rire. Mérites-tu, Pandare, cet insigne bonheur de te voir pour épouse une femme d'honneur? Mon Dieu, tu n'es que trop honnête. Ce grand honneur ne me vaut rien. Ne sois point si femme de bien et me romps un peu moins la tête. Comment? De trop bien vivre, on te voit me blâmer. La douceur d'une femme est tout ce qui me charme, et ta vertu fait un vacarme qui ne cesse de m'assommer. Il te faudrait des cœurs pleins de fausses tendresses, de ces femmes aux beaux et louables talents qui savent accabler leurs maris de caresses pour leur faire avaler l'usage des galants. Ma foi, veux-tu que je te dise? Un mal d'opinion ne touche que les sots, et je prendrai pour ma devise moins d'honneur et plus de repos. Comment? Tu souffrirais, sans nulle répugnance, que j'aimasse un galant avec toute licence? Oui. Si je n'étais plus de tes cris rebattus et qu'on te vit changer d'humeur et de méthode. J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Adieu, Cléantis. Ma chère âme, il me faut suivre Amphitryon. Pourquoi, pour punir cette infâme, mon cœur n'a-t-il assez de résolution? Que dans cette occasion, j'enrage d'être honnête femme. Viens ça, bourreau, viens ça. Sais-tu, maître fripon, qu'à te faire assommer, ton discours peut suffire? Et que pour te traiter comme je le désire, mon courroux n'attend qu'un bâton? Si vous le prenez sur ce ton, monsieur, je n'ai plus rien à dire. Et vous aurez toujours raison. Quoi? Tu veux me donner pour des vérités, traître, des contes que je vois d'extravagance outrée? Non! Je suis le valet, et vous êtes le maître. Il n'en sera, monsieur, que ce que vous voudrez. Ça, je veux étouffer le courroux qui m'enflamme et tout du long ouïr sur ta commission.
Il faut, avant que voir ma femme, que je débrouille ici cette confusion. Rappelle tous tes sens, rentre bien dans ton âme et réponds mot pour mot à chaque question. Mais de peur Oui. Mais de peur d'incongruité, dites-moi de grâce à l'avance, de quel air, s'il vous plaît, que ceci soit traité. Parlerai-je, monsieur, selon ma conscience, ou comme auprès des grands, on le voit usiter? Faut-il dire la vérité, ou bien user de complaisance? Non. Je ne te veux obliger qu'à me rendre de tout un compte fort sincère. Bon, c'est assez, laissez-moi faire. Vous n'avez qu'à m'interroger. Sur l'ordre que, tantôt, je t'avais su prescrire. Je suis parti, les cieux d'un noir crêpe voilé, pestant fort contre vous, dans ce fâcheux martyre, et maudissant 20 fois l'ordre dont vous parlez. Comment, coquin? Monsieur, vous n'avez rien qu'à dire, hein. Je mentirai si vous voulez. Voilà comme un valet montre pour nous du zèle. Passons. Sur les chemins, que t'est-il arrivé? D'avoir une frayeur mortelle au moindre objet que j'ai trouvé. Poltron. En nous formant, nature a ses caprices. Divers penchants en nous, elle le fait observer. Les uns à s'exposer trouvent 1000 délices, moi j'en trouve à me conserver. Arrivant au logis, J'ai, devant notre porte, en moi-même voulu répéter un petit. Sur quel ton et de quelle sorte je ferai du combat le glorieux récit. ensuite, On m'est venu troubler et me mettre en peine. et qui? Sosie. Un moi de vos ordres jaloux que vous avez du port envoyé vers Alcmène et qui, de nos secrets, a connaissance pleine, comme le moi qui parle à vous. Quel compte? Non, monsieur, c'est la vérité pure. Ce moi, plus tôt que moi, s'est trouvé au logis. Et j'étais venu, je vous jure, avant que je fusse arrivé. D'où peut procéder, je te prie, ce galimatia maudit? Est-ce un songe? Est-ce ivrognerie? Aliénation d'esprit ou méchante plaisanterie? Non, c'est la chose comme elle est, et point du tout conte frivole. Je suis homme d'honneur, j'en donne ma parole, et vous m'en croirez, s'il vous plaît. Je vous dis que, croyant n'être qu'un seul sosie, je me suis trouvé 2 chez nous, et que de ces 2 mois piqués de jalousie, l'un est à la maison et l'autre est avec vous. Que le moi que voici chargé de lassitude a trouvé l'autre moi frais, gaillard et dispo, et n'ayant d'autre inquiétude que de battre et de casser les os. Il faut être, je le confesse, d'un esprit bien posé, bien tranquille, bien doux, pour souffrir qu'un valet de chanson me repaisse. Si vous voulez vous mettre en courroux, plus de conférences entre nous, vous savez que d'abord tout cesse. Non. Sans emportement, je te veux écouter, je l'ai promis. Mais dis, en bonne conscience, au mystère nouveau que tu me viens conter, est-il quelconque d'apparence? Non. Vous avez raison. Et la chose à chacun hors de créance doit paraître. C'est un fait à n'y rien connaître, un conte extravagant, ridicule, importun. Cela choque le sens commun, mais cela ne laisse pas d'être. Le moyen d'en rien croire, à moins qu'être insensé. Je ne l'ai pas cru, moi! Sans une peine extrême. Je me suis d'être 2 senti l'esprit blessé. Et longtemps d'imposteur, j'ai traité ce moi-même. Mais à me reconnaître, enfin, il m'a forcé. J'ai vu que c'était moi, sans aucun stratagème. Des pieds jusqu'à la tête, il est fait comme moi. Beau. L'air noble, bien pris, les manières charmantes. Enfin, 2 gouttes de lait ne sont pas plus ressemblantes. Et n'était que ses mains sont un peu trop pesantes, j'en serais fort satisfait. À quelle patience il faut que je m'exhorte. Mais enfin, n'es-tu pas entré dans la maison? Bon, entrez. De quelle sorte? Ai-je jamais voulu entendre de raison? Et ne me suis-je pas interdit notre porte? Comment donc? Avec un bâton, dont mon dos sent encore une douleur très forte. Qui t'a battu? Bah, vraiment, on m'a battu, oui. Et qui? Ben, moi. Toi, te battre? Oui, moi. Non, pas le moi d'ici, mais le moi du logis, qui frappe comme 4. Te confond de le ciel de me parler ainsi. Ce ne sont point des badinages. Le moi que j'ai trouvé tantôt sur le moi qui vous parle a de grands avantages. Il a le bras fort, le cœur haut, j'en ai reçu des témoignages, et ce diable de moi m'a rossé comme il faut. C'est un drôle qui fait des rages. Achevons! As-tu vu ma femme?
Non, Pourquoi? par une raison assez forte. Qui t'a fait y manquer, Marot? Explique-toi. Faut-il le répéter 20 fois de même sorte? Moi, vous dis-je, ce moi plus robuste que moi, ce moi qui s'est de force emparé de la porte, ce moi qui m'a fait filer doux, ce moi qui le seul moi veut être, ce moi de moi-même jaloux, ce moi vaillant dont le courroux au moi poltron s'est fait connaître. Enfin ce moi qui suis chez nous, ce moi qui s'est montré mon maître, ce moi qui m'a roué de coups. Il faut que ce matin, à force de trop boire, il se soit troublé le cerveau. Je veux être pendu si j'ai bu que de l'eau. À mon serment, on m'en peut croire. Il faut donc qu'au sommeil, tes sens se soient portés. Et qu'un songe fâcheux, dans ses confus mystères, t'ait fait voir toutes les chimères dont tu me fais des vérités. Tout aussi peu, je n'ai point sommeillé, et j'en ai même aucune envie. Je vous parle bien éveillé. J'étais bien éveillé ce matin sur ma vie. Et bien éveillé même était l'autre sosie quand il m'a si bien étrillé. Suis-moi. Je t'impose le silence. C'est trop me fatiguer l'esprit. Et je suis un vrai fou d'avoir la patience d'écouter d'un valet les sottises qu'il dit. Ouais, tous les discours sont des sottises, hein, partant d'un homme sans éclat. Ce seraient paroles exquises si c'était un grand qui parla. Entrons sans davantage attendre. Mais Alcmène paraît avec tous ses appas. En ce moment, sans doute, elle ne m'attend pas. Et mon abord va la surprendre. Allons pour mon époux, Cléantis, vers les dieux nous acquitter de nos hommages, et les remercier des succès glorieux dont Thèbes, par son bras, goûte les avantages. Oh Dieu! Fasse le ciel qu'Amphitryon vainqueur, avec plaisir, soit revu de sa femme. Et que ce jour favorable à ma flamme vous redonne à mes yeux, avec le même cœur, que j'y retrouve autant d'ardeur que vous en rapporte mon âme. Quoi? De retour si tôt? Certes, c'est en ce jour me donner de vos feux un mauvais témoignage. Et ce... Quoi? Sitôt de retour? En ces occasions n'est guère le langage d'un cœur bien enflammé d'amour. J'osais me flatter en moi-même que, loin de vous, j'aurais trop demeuré. L'attente d'un retour ardemment désiré donne à tous les instants une longueur extrême. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu qu'elle dure, a toujours trop duré. Je ne vois... Non! Alcmène, à son impatience, on mesure le temps en de pareils états. Et vous comptez les moments de l'absence en personne qui n'aime pas. Lorsqu'on aime comme il faut, le moindre éloignement nous tue. Et ceux dont on chérit la vue ne revient jamais assez tôt. De votre accueil, je le confesse, se plaint ici mon amoureuse ardeur, et j'attendais de votre cœur d'autres transports de joie et de tendresse. J'ai peine à comprendre sur quoi vous fondez les discours que je vous entends faire. Et si vous vous plaignez de moi, je ne sais pas de bonne foi ce qu'il faut pour vous satisfaire. Hier au soir, ce me semble, à votre heureux retour, on me vit témoigner une joie assez tendre et rendre aux soins de votre amour tout ce que de mon cœur vous aviez lieu d'attendre. Comment? Ne fis-je pas éclater à vos yeux les soudains mouvements d'une entière allégresse? Et le transport d'un cœur peut-il s'expliquer mieux au retour d'un époux qu'on aime avec tendresse? Que me dites-vous là? Que même votre amour montra de mon accueil une joie incroyable. Et que m'ayant quitté à la pointe du jour, je ne vois pas qu'à ce soudain retour, ma surprise soit si coupable. Est-ce que du retour que j'ai précipité, un songe cette nuit, Alcmène, dans votre âme, a prévenu la vérité? Et que m'ayant peut-être en dormant bien traité, votre cœur se croit vers ma flamme assez amplement acquitté? Est-ce qu'une vapeur, par sa malignité, Amphitryon a dans votre âme, du retour d'hier au soir, brouillé la vérité?
et que du doux accueil duquel je m'acquittais, votre cœur prétend à ma flamme ravir toute l'honnêteté? Cette vapeur dont vous me régalez est un peu, ce me semble, étrange. C'est ce qu'on peut donner pour change au songe dont vous me parlez. À moins d'un songe, on ne peut pas sans doute excuser ce qu'ici votre bouche me dit. À moins d'une vapeur qui vous trouble l'esprit, on ne peut pas sauver ce que de vous j'écoute. Laissons un peu cette vapeur, Alcmène. Laissons un peu ce songe Amphitryon. Sur le sujet dont il est question, il n'est guère de jeu que trop loin on ne mène. Sans doute, et pour marque certaine, je commence à sentir un peu d'émotion. Est-ce donc que par là, vous voulez essayer à réparer l'accueil dont je vous ai fait plainte? Est-ce donc que par cette feinte, vous désirez vous égayer? Ah, de grâce, cessons, Alcmène, je vous prie, et parlons sérieusement. Amphitryon, c'est trop pousser l'amusement. Finissons cette raillerie. Quoi, vous osez me soutenir en face que plutôt qu'à cette heure, on m'ait ici pu voir? Quoi, vous voulez nier avec audace que dès hier en ces lieux, vous vîntes sur le soir? Moi, je vins Sans hier. doute. Et dès devant l'aurore, vous vous en êtes retourné. Ciel, un pareil débat s'est-il pu voir encore? Et qui de tout ceci ne serait étonné? Sosie! Elle a besoin de si grand délébord, monsieur, son esprit est tourné. Alcmène, au nom de tous les dieux, ce discours a d'étranges suites. Reprenez vos sens un peu mieux et pensez à ce que vous dites. J'y pense mûrement aussi. Et tous ceux du logis ont vu votre arrivée. J'ignore quel motif vous fait agir ainsi. Mais si la chose avait besoin d'être prouvée, s'il était vrai qu'on pût ne s'en souvenir pas, de qui puis-je tenir que de vous la nouvelle du dernier de tous vos combats? Et les 5 diamants que portait Ptérélas, qu'a fait dans la nuit éternelle tomber l'effort de votre bras? Et pourrait-on vouloir un plus sûr témoignage? Quoi? Je vous ai déjà donné le nœud de diamant que j'eus pour mon partage et que je vous ai destiné. Assurément, il n'est pas difficile de vous en bien convaincre. Et comment? Le voici. Sosie? Elle se moque. Je le tiens ici. Monsieur, la feinte est inutile. Le cachet est entier. Est-ce une vision? Tenez, trouverez-vous cette preuve assez forte? Ah, ciel. Oh, juste ciel. Allez, Amphitryon, vous vous moquez d'en user de la sorte, et vous en devriez avoir confusion. Romps vite ce cachet. Ma foi, la place est vide. Il faut que par magie on ait su le tirer. Ou bien que, de lui-même, il soit venu sans guide vers celle qu'il a su qu'on en voulait parer. Ô Dieu dont le pouvoir sur les choses préside, quelle est cette aventure et qu'en puis-je augurer dont mon amour ne s'intimide? Si sa bouche dit vrai, nous avons même sort. Et de même que moi, monsieur, vous êtes tout, tais-toi! Sur quoi vous étonnez si fort? Et d'où peut naître ce grand trouble? Ô ciel, quel étrange embarras. Je vois des incidents qui passent la nature. Et mon honneur redoute une aventure que mon esprit ne comprend pas. Songez-vous, en tenant cette preuve sensible, à me crier encore votre retour pressé? Non. Mais à ce retour, daignez, s'il est possible, me conter ce qui s'est passé. Puisque vous demandez un récit de la chose, vous voulez dire donc que ce n'était pas vous? Pardonnez-moi, mais j'ai certaines causes qui me fait demander ce récit entre nous. Les soucis importants qui vous peuvent saisir vous ont-ils fait si vite en perdre la mémoire? Peut-être. Mais enfin, vous me ferez plaisir de m'en dire toute l'histoire. L'histoire n'est pas longue. À vous, je m'avançai pleine d'une aimable surprise. Tendrement, je vous embrassai et témoignai ma joie à plus d'une reprise. Ah, d'un si doux accueil, je me serais passé. Vous me fîtes d'abord ce présent d'importance que du butin conquis vous m'aviez destiné. Votre cœur, avec véhémence, m'étala de ses feux toute la violence. Et les soins importuns qui l'avaient enchaîné, l'aise de me revoir, les tourments de l'absence, tout le souci que son impatience pour le retour s'était donné. Et jamais votre amour en pareille occurrence ne me parut si tendre et si passionné.
Peut-on plus vivement se voir assassiné? Tous ces transports, toute cette tendresse, comme vous croyez bien, ne me déplaisaient pas. Et s'il faut que je le confesse, mon cœur amphitryon y trouvait mille appâts. Ensuite, s'il vous plaît. Nous nous entrecoupâmes de 1000 questions qui pouvaient nous toucher. On servit. Tête à tête ensemble, nous soupâmes. Et le souper fini, nous nous fûmes couchés. Ensemble? Assurément! Mais quelle est cette demande? Ah, c'est ici le coup le plus cruel de tous! Et dont à s'assurer tremblait mon feu jaloux! D'où vous vient à ce mot une rougeur si grande? Ai-je fait quelque mal de coucher avec vous? Non, ce n'était pas moi! Pour ma douleur sensible! Et qui dit qu'hier, ici, mes pas se sont portés, dit de toutes les faussetés, la fausseté la plus horrible! Amphitryon! Perfide! À quel emportement? Non. Non, plus de douceur et plus de déférence. Ce revers vient à bout de toute ma constance, et mon cœur ne respire en ce fatal moment et que fureur et que vengeance. Mais de qui donc vous vengez? Et quel manque de foi vous faites ici me traiter de coupable? Je ne sais pas, mais ce n'était pas moi! Et c'est un désespoir qui de tout rend capable. Allez, un digne époux, le fait parle de soi et l'imposture est effroyable. C'est trop me pousser là-dessus et d'infidélité me voir trop condamnée. Si vous cherchez dans ces transports confus un prétexte à briser les nœuds d'un hyménée qui me tient à vous enchaîné, tous ces détours sont superflus. Et me voilà déterminée à souffrir quand ce jour nos liens soient rompus. Après l'indigne affront que l'on me fait connaître, c'est bien à quoi sans doute il faut vous préparer. C'est le moins qu'on doit voir et les choses peut-être pourront non pas là demeurer. Le déshonneur est sûr, mon malheur m'est visible. Et mon amour en vain voudrait me l'obscurcir. Mais le détail encore ne m'en est pas sensible et mon juste courroux prétend s'en éclaircir. Votre frère, déjà, peut hautement répondre que jusqu'à ce matin, je ne l'ai point quitté. Je m'en vais le chercher afin de vous confondre sur ce retour qui m'est faussement imputé. Après, nous percerons jusqu'au fond d'un mystère, jusque à présent inouï, et dans les mouvements d'une juste colère. Malheur à qui m'aura trahi. Monsieur? Ne m'accompagne pas et demeure ici pour m'attendre. Faut-il... Je ne puis rien entendre. Laisse-moi seule et ne suis point mes pas. Il faut que quelque chose ait brouillé sa cervelle. Mais le frère sur le champ finira cette querelle. C'est ceci pour mon maître un coup assez touchant, et son aventure est cruelle. Je crains fort pour mon fait quelque chose approchant, et je m'en veux tout doux éclaircir avec elle. Voyez s'il me viendra seulement aborder. Mais je veux m'empêcher de rien faire paraître. La chose, quelquefois, est fâcheuse à connaître, et je tremble à la demander. Ne vaudrait-il point mieux, pour ne rien hasarder, ignorer ce qu'il en peut être? Allons, tout coup vaille, il faut voir, et je ne m'en saurais défendre. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Dieu te garde, Cléantis. Tu t'en avises, traître, de t'approcher de nous? Mon Dieu, qu'as-tu? Toujours on te voit en courroux, et sur un rien tu te formalises. Qu'appelles-tu sur rien, dis? J'appelle sur rien ce qui sur rien s'appelle en vers ainsi qu'en prose. Et rien, comme tu le sais bien, veut dire rien ou peu de choses. Je ne sais qui me tient infâme, que je ne t'arrache les yeux et ne t'apprenne où va le courroux d'une femme. Oh là, d'où te vient donc ce transport furieux? Tu n'appelles donc rien le procédé peut-être qu'avec moi ton cœur a tenu? Et quel? Quoi? Tu fais l'ingénu? Est-ce qu'à l'exemple du maître, tu veux dire qu'ici, tu n'es pas revenu? Non, je sais fort bien le contraire, mais je ne t'en fais pas le fin. Nous avions bu de je ne sais quel vin qui m'a fait oublier tout ce que j'ai pu faire. Tu crois peut-être excusé par ce trait? Non, tout de bon, tu m'en peux croire.
J'étais dans un état où je puis avoir fait des choses dont j'aurais regret et dont je n'ai nulle mémoire. Tu ne te souviens point du tout de la manière dont tu m'as su traiter, étant venu du port. Non, plus que rien. Tu peux m'en faire le rapport? Je suis équitable et sincère et me condamnerai moi-même si j'ai tort. Comment? Amphitryon, m'ayant su disposer jusqu'à ce que tu vins, j'avais poussé ma veille. Mais je ne vis jamais une froideur pareille. De ta femme, il fallut moi-même t'aviser. Et lorsque je fus te baiser, tu détournas le nez et me donnas l'oreille. Bon. Comment? Bon? Mon Dieu, tu ne sais pas pourquoi, Cléantis, je tiens ce langage, j'avais mangé de l'ail. Et fille en homme sage de détourner un peu mon haleine de toi. Je te suis exprimé des tendresses de cœur. Mais à tous mes discours, tu fus comme une souche. Et jamais un mot de douceur ne te put sortir de la bouche. Courage! Enfin, ma flamme eut beau s'émanciper, sa chaste ardeur en toi ne trouva rien que glace. Et dans un tel retour, je te vis la tromper, jusqu'à faire refus de prendre au lit la place que les lois de l'hymen t'obligent d'occuper. Quoi? Je ne couchais point. Non, lâche. Est-il possible? Traître. Il n'est que trop assuré. C'est de tous les affronts l'affront le plus sensible. Et loin que ce matin ton cœur l'ait réparé, tu t'es d'avec moi séparé par des discours chargés d'un mépris tout visible. Vivat, sosie. Et quoi? Ma plainte a cet effet? Tu ris après ce bel ouvrage? Que je suis de moi satisfait. Exprime-t-on ainsi le regret d'un outrage? Je n'aurais jamais cru que j'eusse été si sage. Loin de te condamner d'un si perfide traite, tu m'en fais éclater la joie en ton visage. Mon Dieu, tout doucement, si je parais joyeux, crois que j'en ai dans l'âme une raison très forte et que sans y penser, je ne fis jamais mieux que d'en user tantôt avec toi de la sorte. Traître, te moques-tu de moi? Non, je te parle avec franchise. En état où j'étais, j'avais certain effroi dont avec ton discours, mon âme s'est remise. Je m'appréhendais fort et craignais qu'avec toi, je n'eusse fait quelque sottise. Quelle est cette frayeur? Et sachons donc pourquoi. Bon, les médecins disent, quand on est ivre, que de sa femme, on se doit s'abstenir. Et que dans cet état, il ne peut provenir que des enfants pesants et qui ne sauraient vivre. Vois si mon cœur n'eût eu de froideur. Vois si mon cœur n'eût su de froideur se munir, quels inconvénients auraient pu s'en en suivre. Je me moque des médecins, avec leur raisonnement fade. Qu'ils règlent ceux qui sont malades, sans vouloir gouverner les gens qui sont bien sains. Ils se mêlent de trop d'affaires, de prétendre tenir nos chastes feux gênés. Et sur les jours caniculaires, ils nous donnent encore, avec leurs lois sévères, de sens au compte par le nez. Tout doux. Non! Je soutiens que cela conclut mal. Ces raisons sont raisons d'extravagantes têtes. Il n'est ni vain, ni temps qui puisse être fatal à remplir le devoir de l'amour conjugal. Et les médecins sont des bêtes. Contre eux, je t'en supplie, apaise ton courroux, ce sont d'honnêtes gens, quoi que le monde dise. Tu n'es pas où tu crois. Hein. En vain, tu fis le dos. Ton excuse n'est point une excuse de mise. Et je me veux venger, tôt ou tard, entre nous, de l'air dont chaque jour, je vois qu'on me méprise. Des discours de tantôt, je garde tous les coups. Et tâcherai d'user, lâche et perfide époux, de cette liberté que ton cœur m'a permise. Quoi? Tu m'as dit, tantôt, que tu consentais fort, lâche, que j'en aimasse un autre. Ah, pour cet article, j'ai tort. Je m'en dédie. Il y va trop d'une autre. Garde-toi bien de suivre ce transport. Si je puis une fois pourtant sur mon esprit gagner la chose... Fais à ce discours quelques pauses. Amphitryon revient, qui me paraît content. Je viens prendre le temps de rapaiser Alcmène, de bannir les chagrins que son cœur veut garder, et donner à mes feux, dans ce soin qui m'amène, le doux plaisir de se raccommoder. Alcmène est là-haut, n'est-ce pas? Oui. Pleine d'une inquiétude qui cherche de la solitude et qui m'a défendu d'accompagner ses pas.
Quelque défense qu'elle ait faite, elle ne sera pas pour moi. Son chagrin, à ce que je vois, a fait prompte retraite. Que dis-tu, Cléantis, de ce joyeux maintien après son fracas effroyable? Que si toutes nous faisions bien, nous donnerions tous les hommes au diable, et que le meilleur n'en vaut rien. Cela se dit dans le courroux. Mais aux hommes, par trop, vous êtes accrochés. Et vous en seriez, ma foi, toutes bien empêchés si le diable les prenait tous. Vraiment. Les voici. Taisons-nous. Voulez-vous me désespérer? Hélas, arrêtez, bel Alcmène. Non, avec l'auteur de ma peine, je ne puis du tout demeurer. De grâce. Laissez-moi. Quoi? Mais laissez-moi, vous dis-je. Ses pleurs touchent mon âme et sa douleur m'afflige. Souffrez que mon cœur... Non, ne suivez point mes pas. Où voulez-vous aller? Où vous ne serez pas. Ce vous est une attente vaine. Je tiens à vos beautés par un nœud trop serré pour pouvoir un moment en être séparé. Je vous suivrai partout, Alcmène. Et moi, partout, je vous fuirai. Je suis donc bien épouvantable. Plus qu'on ne peut dire à mes yeux. Oui, je vous vois comme un monstre effroyable. Un monstre cruel, furieux et dont l'approche est redoutable comme un monstre à fuir en tout lieu. Mon cœur souffre. À vous voir, une peine incroyable. C'est un supplice qui m'accable. Et je ne vois rien sous les cieux d'affreux, d'horribles, d'odieux qui ne me fût plus que vous supportable. En voilà bien, hélas, que votre bouche dit. J'en ai dans le cœur davantage. Pour s'exprimer, tout ce cœur a du dépit de ne point trouver de langage. Et que vous a donné ma flamme pour me pouvoir Alcmène en monstre? Regardez. Juste ciel, cela peut-il se demander? Et n'est-ce pas pour mettre à bout une âme? Ah, d'un esprit plus adouci. Non! Je ne veux du tout vous voir ni vous entendre. Avez-vous bien le cœur de me traiter ainsi? Est-ce là cet amour si tendre qui devait endurer quand je vins hier ici? Non! Non. Ce ne l'est pas. Et vos lâches injures en ont autrement ordonné. Il n'est plus cet amour tendre et passionné. Vous l'avez dans mon cœur par 100 vives blessures cruellement assassinées. C'est en sa place un courroux inflexible, un vif ressentiment, un dépit invincible, un désespoir d'un cœur justement animé qui prétend vous haïr pour cet affront sensible autant qu'il est d'accord de vous avoir aimé. Et c'est haïr autant qu'il est possible. Hélas, que votre amour n'avait guère de force. Si de si peu de choses, on le peut voir mourir. Ce qui n'était que jeu, doit-il faire un divorce? Et d'une raillerie a-t-on lieu de s'aigrir? C'est cela dont je suis offensée. Et que ne peut pardonner mon courroux. Des véritables traits d'un mouvement jaloux, je me trouverais moins blessée. La jalousie a des impressions dont bien souvent la force nous entraîne. Et l'âme la plus sage, en ces occasions, sans doute avec assez de peine, répond de ses émotions. L'emportement d'un cœur qui peut s'être abusé a de quoi ramener une âme qui l'offense. Et dans l'amour qui lui donne naissance, il trouve au moins, malgré toute sa violence, des raisons pour être excusé. De semblables transports contre un ressentiment pour défense toujours ont ce qui les fait naître. Et l'on donne grâce aisément à ce dont on n'est pas le maître. Mais que, de gaieté de cœur, on passe au mouvement d'une fureur extrême, que sans cause l'on vienne avec tant de rigueur blesser la tendresse et l'honneur d'un cœur qui chèrement nous aime. Ah, c'est un coup trop cruel en lui-même et que jamais n'oubliera ma douleur. Oui, vous avez raison, Alcmène. Il se faut rendre. Cette action, sans doute, est un crime odieux. Je ne prétends plus le défendre. Mais souffrez que mon cœur s'en défende à vos yeux et donne au vôtre à qui se prendre de ce transport injurieux. À vous en faire un aveu véritable. L'époux Alcmène a commis tout le mal. C'est l'époux qu'il vous faut regarder en coupable. L'amant n'a point de part à ce transport brutal, et de vous offenser, son cœur n'est point capable. Il a pour vous, ce cœur, pour jamais y penser, trop de respect et de tendresse. Et si de faire rien à vous pouvoir blesser,
il avait eu la coupable faiblesse de 100 coups à vos yeux. Il voudrait le percer. Mais l'époux est sorti de ce respect soumis où pour vous on doit toujours être. À son dur procédé, l'époux s'est fait connaître. Et par le droit d'hymen, il s'est cru tout permis. Oui, c'est lui qui, sans doute, est criminel vers vous. Lui seul a maltraité votre aimable personne. Haïssez, détestez l'époux, j'y consens et vous l'abandonne. Mais Alcmène, sauvez l'amant de ce courroux qu'une telle offense vous donne. N'en jetez pas sur lui l'effet, démêlez-le un peu du coupable. Et pour être enfin équitable, ne le punissez point de ce qu'il n'a pas fait. À toutes ces subtilités n'ont que des excuses frivoles, et pour les esprits irrités, ce sont des contretemps que de telles paroles. Ce détour ridicule est en vain pris par vous. Je ne distingue rien en celui qui m'offense. Tout y devient l'objet de mon courroux, et dans sa juste violence sont confondus et l'amant et l'époux. Tous deux, de même sorte, occupent ma pensée, et des mêmes couleurs par mon âme blessée. Tous deux, ils sont peints à mes yeux, tous deux sont criminels, tous deux m'ont offensé, et tous deux me sont odieux. Eh bien, puisque vous le voulez, il faut donc me charger du crime. Oui, vous avez raison, lorsque vous m'immolez à vos ressentiments en coupable victime. Un trop juste dépit contre moi vous anime, et tout ce grand courroux qu'ici vous étalez ne me fait endurer qu'un tourment légitime. C'est avec droit que mon abord vous chasse, et que de me fuir en tout lieu, votre colère me menace. Je dois vous être un objet odieux. Vous devez me vouloir un mal prodigieux. Il n'est aucune horreur que mon forfait ne passe, d'avoir offensé vos beaux yeux. C'est un crime à blesser les hommes et les dieux, et je mérite enfin, pour punir cette audace, que contre moi votre haine ramasse tous ses traits les plus furieux. Mais mon cœur vous demande grâce. Pour vous la demander, je me jette à genoux, et la demande au nom de la plus vive flamme, du plus tendre amour dont une âme puisse jamais brûler pour vous. Si votre cœur, charmante Alcmène, me refuse la grâce où j'ose recourir, il faut qu'une atteinte soudaine m'arrache en me faisant mourir aux dures rigueurs d'une peine que je ne saurais plus souffrir. Oui, cet état me désespère. Alcmène, ne présumez pas qu'aimant comme je fais vos célestes appas, je puisse vivre un jour avec votre colère. Déjà, de ces moments, la barbare longueur fait, sous des atteintes mortelles, succomber tout mon triste cœur. Et de mille vautours, les blessures cruelles n'ont rien de comparable à ma vive douleur. Alcmène, vous n'avez qu'à me le déclarer. S'il n'est point de pardon que je doive espérer, cette épée, aussitôt, par un coup favorable, va percer à vos yeux le cœur d'un misérable. Ce cœur, ce traître cœur, trop digne d'expirer puisqu'il a pu fâcher un objet adorable. Heureux en descendant au ténébreux séjour, si de votre courroux mon trépas vous ramène. Et ne laisse en votre âme, après ce triste jour, aucune impression de haine au souvenir de mon amour. C'est tout ce que j'attends pour faveur souveraine. Un trop cruel époux. Dites, parlez, Alcmène. Faut-il encore pour vous conserver des bontés et vous voir m'outrager par tant d'indignité? Quelque ressentiment qu'un outrage nous cause tient-il contre un remords d'un cœur bien enflammé? Un cœur bien plein de flammes à mille morts s'expose plutôt que de vouloir fâcher l'objet aimé. Plus on aime quelqu'un, moins on trouve de peine. Non! Ne m'en parlez point. Vous méritez ma haine. Vous me haïssez donc? J'y fais tout mon effort. Et j'ai dépit de voir que toute votre offense ne puisse de mon cœur jusqu'à cette vengeance faire encore aller le transport. Mais pourquoi cette violence? Puisque pour vous venger, je vous offre ma mort. Prononcez-en l'arrêt et j'obéis sur l'heure. Qui ne saurait haïr peut-il vouloir qu'on meure? Et moi, je ne puis vivre à moins que vous quittiez cette colère qui m'accable. Et que vous m'accordiez le pardon favorable que je vous demande à vos pieds. Résolvez ici l'un des deux, ou de punir, ou bien d'absoudre. Hélas, ce que je puis résoudre paraît bien plus que je ne veux. Pour vouloir soutenir le courroux qu'on me donne, mon cœur a trop su me trahir. Dire qu'on ne saurait haïr, n'est-ce pas dire qu'on pardonne?
Ah, belle Alcmène, il faut que combler d'allégresse. Laissez. Je me veux mal de mon trop de faiblesse. Va, sosie, et dépêche-toi voir dans les doux transports dont mon âme est charmée ce que tu trouveras d'officiers de l'armée et les invite à dîner chez moi. Tandis que d'ici je le chasse, Mercure y remplira sa place. Eh bien, tu vois, Cléantis se ménage. Veux-tu qu'à leur exemple, ici, nous fassions entre nous un peu de paix aussi? Quelques petits rapatriages? C'est pour ton nez, vraiment. Cela se fait ainsi. Quoi, tu ne veux pas? Non. Il ne m'importe guère. Tant pis pour toi. Là, reviens. Reviens. Va, traître, laisse-moi faire. On se lasse parfois d'être femme de bien. Oui, sans doute, le sort tout exprès me le cache. Et des tours que je fais, à la fin, je suis là. Il n'est point de destin plus cruel que je sache. Je ne saurais trouver, portant partout mes pas, celui qu'à chercher je m'attache, et je trouve tous ceux que je ne cherche pas. Mille fâcheux cruels, qui ne pensent pas l'être, de nos faits, avec moi, sans beaucoup me connaître, viennent se réjouir pour me faire enrager. Dans l'embarras cruel du souci qui me blesse, de leurs embrassements et de leur allégresse sur mon inquiétude, ils tiennent tous chargés. En vain, à passer, je m'apprête pour fuir leur persécution. Leur tuante amitié de tous côtés m'arrête, et tandis qu'à l'ardeur de leur expression je réponds d'un geste de la tête, je leur donne tout bas, sans malédiction. Qu'on est peu flatté de louanges, d'honneur et de tout ce que donne une grande victoire. Lorsque, dans l'âme, on souffre une vive douleur. Et que l'on donnerait volontiers cette gloire pour avoir le repos du cœur. La jalousie, à tout propos, me promène sur ma disgrâce, et plus mon esprit y repasse, moins j'en puis débrouiller le funeste chaos. Le vol des diamants n'est pas ce qui m'étonne. On lève les cachets qu'on ne l'aperçoit pas. Mais le don qu'on veut qu'hier j'en vins faire en personne est ce qui fit ici mon cruel embarras. La nature, parfois, produit des ressemblances dont quelques imposteurs ont pris soin d'abuser. Mais il est hors de sens que sous ces apparences, un homme, pour époux, se puisse supposer. Et dans tous ces rapports sont mille différences, dont se peut une femme, aisément avisée. Des charmes de la Thessalie, on vante de tout temps les merveilleux effets. Mais les contes fameux qui partout en sont faits, dans mon esprit toujours ont passé pour folie. Et ce serait du sort une étrange rigueur, qu'au sortir d'une ample victoire, je fusse contraint de les croire aux dépens de mon propre honneur. Je veux la retâter sur ce fâcheux mystère et voir si ce n'est point une vaine chimère qui, sur ses sens troublés, ait su prendre crédit. Ah, fasse le ciel équitable que ce pensée soit véritable. Et que pour mon bonheur, elle ait perdu l'esprit. Comme l'amour ici ne m'offre aucun plaisir, je m'en vais faire au moins qui soit d'autre nature, et je vais égayer mon sérieux loisir à mettre Amphitryon hors de toute mesure. Cela n'est pas d'un Dieu bien plein de charité, mais aussi n'est-ce pas ce dont je m'inquiète, et je sens
par ma planète, et je me sens par ma planète à la malice un peu tournée. D'où vient donc qu'à cette heure, on ferme cette porte? Oh là! Tout doucement, qui frappe? Moi. Qui, moi? Ouvre. Comment ouvre? Et qui donc es-tu, toi, qui fais tant de vacarme et parle de la sorte? Quoi? Tu ne me connais pas? Non, et je n'en ai pas la moindre envie. Non, tout le monde perd-il aujourd'hui la raison? Est-ce un mal répandu? Sosie, oh là, Sosie! Eh bien, Sosie, oui, c'est mon nom. As-tu peur que je ne l'oublie? Me vois-tu bien? Fort bien. Qui peut pousser ton bras à faire une rumeur si grande? Et que demandes-tu là-bas? Moi, Pandare, ce que je demande. Que ne demandes-tu donc pas? Parle, si tu veux qu'on t'entende. Attends, traître. Avec un bâton, je vais là-haut me faire entendre et de bonne façon t'apprendre à m'oser parler sur ce ton. Tout beau! Si pour heurter tu fais la moindre instance, je t'enverrai d'ici des messagers fâcheux. Ah! Oh ciel, vit-on jamais une telle insolence? La peut-on concevoir d'un serviteur, d'un gueux? Eh bien, qu'est-ce? M'as-tu parcouru par ordre? M'as-tu, de tes gros yeux, assez considéré? Oh, comme il les écarquille, et paraît effaré. Si des regards on pouvait mordre, il m'aurait déjà déchiré. Moi-même, je frémis de ce que tu t'apprêtes avec ces impudents propos. Que tu grossis pour toi d'effroyables tempêtes, quels orages de coups vont fondre sur ton dos. L'ami, si de ces lieux tu ne veux disparaître, tu pourrais y gagner quelques contusions. Tu sauras, Marot, à ta confusion, ce que c'est qu'un valet qui s'attaque à son maître. Toi? Mon maître? Oui, coquin, m'oses-tu méconnaître? Je ne reconnais point d'autre qu'Amphitryon. Et cet Amphitryon qui, hors moi, peut l'être? Amphitryon? Sans doute. Ah, quelle vision! Dis-nous un peu, quel est le cabaret honnête où tu t'es coiffé le cerveau? Comment, encore? Était-ce un vin à faire fête? Ciel, Était-il vieux ou nouveau? que de coups. Le nouveau donne fort dans la tête quand on le veut boire sans eau. Je t'arracherai cette langue, sans doute. Passe, mon cher ami, crois-moi que quelqu'un ici ne t'écoute. Je respecte le vin, va, retire-toi. Et laisse Amphitryon dans les plaisirs qu'il goûte. Comment Amphitryon Fort bien, est là-dedans? fort bien. Qui, couvert de lauriers d'une victoire pleine, est auprès de la belle Alcmène à jouir des douceurs d'un aimable entretien. Après le démêlé d'un amoureux caprice, il goûte le plaisir de s'être rajusté. Garde-toi de troubler leur douce privauté si tu ne veux qu'ils ne punissent l'excès de tes témérités. À quel étrange coup m'a-t-il porté dans l'âme? En quel trouble cruel jette-t-il mon esprit? Et si les choses sont comme le traître dit, où vois-je ici réduit mon honneur et ma flamme? À quelle partie me doit résoudre ma raison? Ai-je l'éclat ou le secret à prendre? Et dois-je en mon courroux renfermer ou répandre le déshonneur de ma maison? Ah, faut-il consulter dans un affront si rude? Je n'ai rien à prétendre et rien à ménager. Et toute mon inquiétude ne doit aller qu'à me venger. Monsieur, avec mes soins, tout ce que j'ai pu faire, c'est de vous amener ces messieurs
que voici. Ah, vous voilà! Monsieur? Insolent, téméraire! Quoi? Je vous apprendrai de me traiter ainsi! Qu'est-ce donc avez-vous? Ce que j'ai, misérable! Oh là, messieurs, venez donc tôt! Ah, de grâce, arrêtez. De quoi suis-je coupable? Tu me le demandes, Marot? Laissez-moi satisfaire un courroux légitime. Lorsqu'on pend quelqu'un, on lui dit pourquoi c'est. Daignez nous dire au moins quel peut être son crime. Monsieur, tenez bon, s'il vous plaît. Comment? Il vient d'avoir l'audace de me fermer ma porte au nez et de joindre encore la menace à 1000 propos effrénés. Coquin! Ah, je suis mort. Calmez cette colère. Monsieur, Qu'est-ce? m'a-t-il frappé? Non! Il faut qu'il ait le salaire des mots où tout à l'heure il s'est émancipé. Comment cela se peut-il faire? Si j'étais par votre ordre autre part occupé, ces messieurs sont ici pour rendre témoignage qu'à dîner avec vous, je les viens d'inviter. Il est vrai qu'il nous vient de faire ce message et n'a point voulu nous quitter. Qui t'a donné cet ordre? Vous? Et quand? Après votre paix faite, au milieu des transports d'une âme satisfaite, d'avoir d'Alcmène apaisé le courroux. Ô ciel, chaque instant, chaque pas ajoute quelque chose à mon cruel martyre. Et dans ce fatal embarras, je ne sais plus que croire, ni que dire. Tout ce que de chez vous il vient de nous conter surpasse si fort la nature qu'avant que de rien faire et de vous emporter, vous devez éclaircir toute cette aventure. Allons, vous y pourrez seconder mon effort. Et le ciel, à propos ici, vous a fait rendre. Voyons, quelle fortune en ce jour peut m'attendre, hein? Débrouillons ce mystère et sachons notre sort. Hélas, je brûle de l'apprendre et je le crains plus que la mort. Quel bruit à descendre m'oblige, et qui frappe en maître où je suis? Que vois-je, juste Dieu? Ciel, quel est ce prodige? Quoi? 2 amphitryon ici nous sont produits. Mon âme demeure transie, hélas, je n'en puis plus, l'aventure est à bout, ma destinée est éclaircie, et ce que je vois me dit tout. Plus mes regards sur eux s'attachent fortement, plus je trouve qu'en tout, l'un à l'autre est semblable. Messieurs, voici le véritable. L'autre est un imposteur, digne de châtiment. Certes, ce rapport admirable suspend ici mon jugement. C'est trop être éludé par un fourbe exécrable, il faut, avec ce fer, rompre l'enchantement. Arrêtez! Laissez-moi Mais Dieu, que voulez-vous faire? punir d'un imposteur les lâches trahisons. Tout beau, l'emportement est fort peu nécessaire. Et lorsque de la sorte on se met en colère, on fait croire qu'on a de mauvaises raisons. Oui, c'est un enchanteur qui porte un caractère pour ressembler au maître des maisons. Je te ferai pour ton partage sentir parmi le coup ses propos outrageants. Mon maître est homme de courage et ne souffrira point que l'on batte ces gens. Laissez-moi m'assouvir dans mon courroux extrême et laver mon affront au sang d'un scélérat. Nous ne souffrirons point cet étrange combat d'Amphitryon contre lui-même. Quoi? Mon honneur de vous reçoit ce traitement? Et mes amis d'un fourbe embrassent la défense. Loin d'être les premiers à prendre ma vengeance, eux-mêmes font obstacle à mon ressentiment. Que voulez-vous qu'à cette vue fassent nos résolutions, lorsque par 2 amphitrions, toute notre chaleur demeure suspendue, à vous faire éclater notre zèle aujourd'hui? Nous craignons de faillir et de vous méconnaître. Nous voyons bien en vous Amphitryon paraître, du salut des Thébains, le glorieux appui. Mais nous le voyons tous aussi paraître en lui, et ne saurions juger dans lequel il peut être. Notre parti n'est point douteux, et l'imposteur par nous doit mordre la poussière. Mais ce parfait rapport le cache entre vous deux. Et c'est un coup trop hasardeux pour l'entreprendre sans lumière. Avec douceur, laissez-nous voir de quel côté peut être l'imposture. Et dès que nous aurons démêlé l'aventure, il ne nous faudra point dire notre devoir. Oui, vous avez raison. Et cette ressemblance à douter de tous deux vous peut autoriser. Je ne m'offense point de vous voir en balance. Je suis plus raisonnable et sais vous excuser.
L'œil ne peut entre nous faire de différence, et je vois qu'aisément on s'y peut abuser. Vous ne me voyez point témoigner de colère, point mettre l'épée à la main. C'est un mauvais moyen d'éclaircir ce mystère, et j'en puis trouver un plus doux et plus certain. L'un de nous est Amphitryon, et tous deux, à vos yeux, nous le pouvons paraître. C'est à moi de finir cette confusion, et je prétends me faire à tous si bien connaître qu'aux pressantes clartés de ce que je puis être, lui-même soit d'accord du sang qui m'a fait naître, et n'ait plus de rien dire, aucune occasion. C'est aux yeux des Thébains que je veux avec vous de la vérité pure ouvrir la connaissance. Et la chose, sans doute, est assez d'importance pour affecter la circonstance de l'éclaircir aux yeux de tous. Alcmène attend de moi ce public témoignage. Sa vertu que l'éclat de ce désordre outrage veut qu'on la justifie, et j'en vais prendre soin. C'est à quoi mon amour envers elle m'engage. Et des plus nobles chefs, je fais un assemblage pour l'éclaircissement dont sa gloire a besoin. Attendant avec vous ces témoins souhaités, ayez, je vous prie, agréable de venir honorer la table où vous a Sosie invité. Je ne me trompais pas, messieurs. Ce mot termine toute l'irrésolution. Le véritable Amphitryon est l'Amphitryon où l'on dîne. Ô ciel, puis-je plus bas me voir humilié? Quoi? Faut-il que j'entende ici, pour mon martyre, tout ce que l'imposteur à mes yeux vient de dire? Et que dans la fureur que ce discours m'inspire, on me tienne le bras lié? Vous vous plaignez à tort. Permettez-nous d'attendre l'éclaircissement qui doit rendre les ressentiments de saison. Je ne sais pas s'il impose, mais il parle sur la chose, comme s'il avait raison. Allez! Faibles amis et flattez l'imposture! Thèbes en a pour moi de tout autre que vous, et je vais en trouver qui, partageant l'injure, sauront prêter la main à mon juste courroux. Eh bien, je les attends. Et saurai décider le différend en leur présence. Fourbe, tu crois par là peut-être t'évader? Mais rien ne te saurait sauver de ma vengeance. À ces injurieux propos, je ne daigne à présent répondre, et tantôt je saurai confondre cette fureur avec deux mots. Le ciel même! Le ciel ne t'y saurait soustraire. Et jusque aux enfers, j'irai suivre tes pas. Il ne sera pas nécessaire. Et l'on verra tantôt que je ne fuirai pas. Allons, courons, avant que d'avec eux ils sortent. Assemblez des amis qui suivent mon courroux. Et chez moi, venons à main forte pour le percer de 1000 coups. Point de façon, je vous conjure, entrons vite dans la maison. Certes, toute cette aventure confond le sens et la raison. Faites trêve, messieurs, à toutes vos surprises, et plein de joie, allez tabler jusqu'à demain. Que je vais m'en donner et me mettre en beau train de raconter nos vaillantises. Je brûle d'en venir aux prises, et jamais je n'eus tant de faim. Arrête! Quoi? Tu viens ici mettre ton nez, impudent fleureur de cuisine? Ah, de grâce, tout doux. Ah, vous y retournez? Hélas, Je vous ajusterai les chines. brave et généreux moi, modère-toi, je t'en supplie, Sosie. Épargne un peu, Sosie, et ne te plaît point tant à frapper dessus moi. Qui de t'appeler de ce nom a pu te donner la licence? Ne t'en ai-je pas fait une expresse défense, sous peine d'essuyer 1000 coups de bâton? C'est un nom que tous deux nous pouvons à la fois posséder sous un même maître. Pour Sosie, en tout lieu, on sait me reconnaître. Je souffre bien que tu le sois, souffre aussi que je le puisse être. Laissons aux deux Amphitrions faire éclater de jalousie, et parmi leurs contentions, faisons en bonne paix vivre les deux Sosies. Non. Et c'est assez d'un seul. Et je suis obstiné à ne point souffrir de partage. Du pas devant sur moi, tu prendras l'avantage. Je serai le cadet, et tu seras l'aîné. Non. Un frère incommode
et n'est pas de mon goût, et je veux être fils unique. Oh, cœur barbare et tyrannique, souffre qu'au moins je sois ton ombre. Point du tout. Que d'un peu de pitié ton âme s'humanise. En cette qualité, souffre-moi près de toi. Je te serai partout, une ombre si soumise que tu seras content de moi. Point de quartier. Immuable est la loi. Si d'entrer là-dedans tu prends encore l'audace, 1000 coups en seront le fruit. Là, quelle étrange disgrâce, pauvre sosie, es-tu réduit? Quoi? Ta bouche se licencie à te donner encore un nom que je défends? Non, ce n'est pas moi que j'entends. Je te parle d'un vieux sosie qui fut jadis de mes parents, qu'avait être très grand de Barbardie, à l'heure où tu dînais, l'on chassa d'océan. Prends garde de tomber dans cette frénésie si tu ne veux demeurer au nombre des vivants. Que je t'en serais si j'avais du courage, double fils de putain, de trop d'orgueil enflé. Que dis-tu? Rien. Tu tiens, je crois, quelque langage. Demandez, j'ai pas soufflé. Certains mots de fils de putain a pourtant frappé mon oreille. Il n'est rien de plus certain. C'est donc un perroquet que le beau temps réveille. Adieu. Lorsque le dos pourra te démanger, voilà l'endroit où je demeure. Oh ciel. Que l'heure de manger pour être mis dehors est une maudite heure. Allons, cédons au sort de notre affliction. Suivons ange aujourd'hui l'aveugle fantaisie, et par une juste union, joignons le malheureux sosie au malheureux amphitryon. Oh. Je l'aperçois venir en bonne compagnie. Arrêtez là, messieurs. Suivons-nous d'un peu loin. Et n'avancez tous, je vous prie, que quand il en sera besoin. Je comprends que ce coup doit fort toucher votre âme. Ah, de tous les côtés, mortelle est ma douleur. Et je souffre pour ma flamme, autant que pour mon honneur. Si cette ressemblance est telle que l'on dit, Alcmène, sans être coupable... Sur le fait dont il s'agit, l'erreur simple devient un crime véritable. Et, sans consentement, l'innocence y périt. De semblables erreurs, quelques jours qu'on leur donne, touchent des endroits délicats. Et la raison, bien souvent, les pardonne que l'honneur et l'amour ne les pardonnent pas. Je n'embarrasse point là-dedans ma pensée, mais je hais vos messieurs de leur honteux délai. Et c'est un procédé dont j'ai l'âme blessée, et que les gens de cœur n'approuveront jamais. Quand quelqu'un nous emploie, on doit tête baissée se jeter dans ses intérêts. Argati Fontidas ne va point aux accords. Écouter d'un ami raisonner l'adversaire pour des hommes d'honneur n'est point un coup à faire. Il ne faut écouter que la vengeance alors. Le procès ne me saurait plaire. Et l'on doit commencer toujours dans ces transports par bâiller sans autre mystère de l'épée au travers du corps. Oui, vous verrez, quoi qu'il advienne. Qu'Argati Fontidas marche droit sur ce point. Et de vous, il faut que j'obtienne que le pendard ne meure point d'une autre main que de la mienne. Allons. Je viens, monsieur, subir à vos genoux le juste châtiment d'une audace maudite. Frappez, battez, chargez, accablez-moi de coups, tuez-moi dans votre courroux, vous ferez bien, je le mérite, et je n'en dirai pas un seul mot contre vous. Lève-toi, que fait-on? L'on m'a chassé tout net, et croyant à manger et aller comme eux et battre, je ne songeais pas qu'en effet, je m'attendais là pour me battre. Oui, l'autre moi, valet de l'autre vous, a fait tout de nouveau le diable à quatre. La rigueur d'un pareil destin, monsieur, aujourd'hui nous talonne, et l'on me déssosie enfin, comme on vous désamphitrionne. Suis-moi. N'est-il pas mieux de voir s'il vient personne?
Au ciel? Qui t'épouvante ainsi? Quelle est la peur que je t'inspire? Las, vous êtes là-haut et je vous vois ici. Ne vous pressez point, le voici, pour donner devant tous les clartés qu'on désire, et qui, si l'on peut croire à ce qu'il vient de dire, sauront nous affranchir de troubles et de soucis. Oui, vous l'allez voir tous. Et sachez par avance que c'est le grand maître des dieux que, sous les traits chéris de cette ressemblance, Alcmène a fait du ciel descendre dans ces lieux. Et quant à moi, je suis Mercure. Qui ne sachant que faire et rosser tant soit peu celui dont j'ai pris la figure. Mais d'ossant consoler là maintenant le lieu, et les coups de bâton d'un dieu font honneur à qui les endure. Ma foi, monsieur le dieu, je suis votre valet, je me serais bien passé de votre courtoisie. Je lui donne à présent congé d'être sosie. Je suis là de porter un visage si laid, et je m'en vais au ciel avec de l'ambroisie, m'en débarbouiller tout à fait. Le ciel de m'approcher t'ôte à jamais l'envie. Ta fureur s'est par trop acharnée sur moi, et je ne vis jamais un dieu plus diable que toi. Regarde, Amphitryon, quel est ton imposteur. Et sous tes propres traits, vois Jupiter paraître. À ces marques, tu peux aisément le connaître. Et c'est assez, je crois, pour remettre ton cœur dans l'état auquel il doit être et rétablir chez toi la paix et la douceur. Mon nom qu'incessamment toute la terre adore étouffe ici les bruits qui pouvaient éclater. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Et sans doute, il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Je n'y vois pour ta flamme aucun lieu de murmure. Et c'est moi, dans cette aventure, qui, tout dieu que je suis, doit être le jaloux. Alcmène est tout à toi, quelque soin qu'on emploie. Et ce doit à tes yeux être un objet bien doux de voir que pour lui plaire, il n'est point d'autre voie que de paraître son époux. Que Jupiter, orné de sa gloire immortelle, par lui-même n'a pu triompher de sa foi. Et que ce qu'il a reçu d'elle n'a, par son cœur ardent, été donné qu'à toi. Le Seigneur Jupiter s'est doré la pilule. Sors donc des noirs chagrins que ton cœur a souffert, et rends le calme entier à l'ardeur qui te brûle. Chez toi doit naître un fils qui, sous le nom d'Hercule, remplira de ses faits tout le vaste univers. L'éclat d'une fortune en mille biens fécondes fera connaître à tous que je suis ton support, et je mettrai tout le monde au point d'envier ton sort. Tu peux hardiment te flatter de ces espérances données. C'est un crime que d'en douter. Les paroles de Jupiter sont des arrêts des destinées. Certes, je suis ravi de ces marques brillantes. Messieurs, voulez-vous bien suivre mon sentiment? Ne vous embarquez nullement dans ces douceurs congratulantes. C'est un mauvais embarquement. Et d'une et d'autre part, pour un tel compliment, les phrases sont embarrassantes. Le grand Dieu Jupiter nous fait beaucoup d'honneur et sa bonté sans doute est pour nous sans seconde. Il nous promet l'infaillible bonheur d'une fortune en mille biens fécondes. Et chez nous, il doit naître un fils d'un très grand cœur. Tout cela va le mieux du monde. Mais enfin, coupons au discours et que chacun, chez soi, doucement se retire. Sur telles affaires, toujours, le meilleur est de ne rien dire.